Bonjour à tous. Alors du coup, c'est le premier épisode de ce podcast en partenariat avec Cloud Nord. Cloud Nord, c'est un événement qui aura lieu du 7 au 8 octobre. Le 7 et 8 octobre, c'est la deuxième édition. L'an dernier, il y a eu plus de 300 personnes en ligne qui ont participé. Et cette année, je pense qu'on va toucher une audience, que les organisateurs vont toucher une audience encore plus large. Et We Love Devs est partenaire. On enregistre des podcasts avec les speakers en amont pour vous appreniez des choses intéressantes avant et que ça vous donne envie d'aller à la conférence pour apprendre encore des choses. Et aujourd'hui, je suis avec Tug de GitHub. Comment ça va, Tug? Ça va très bien et merci de m'accueillir aujourd'hui. Impatient. Ça fait combien de temps que tu es chez GitHub et tu fais quoi? En fait, j'ai rejoint GitHub début février de 2021, donc au début de l'année. Et je suis ce qu'on appelle Solution Engineer. Donc, je fais partie de l'équipe Sales, en fait. Une partie de mon travail, c'est d'aider les entreprises à prendre GitHub. Alors ça, c'est une partie du rôle, puisqu'il y en a toujours une rôle d'animer la communauté, participer à des événements de développeurs. Donc, il y a mon rôle est vraiment partagé entre une partie commerciale, technique, et une partie pure technique et communautaire. D'où la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Et du coup, pendant la conférence, tu vas parler de GitHub Actions en particulier. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire sur GitHub Actions aujourd'hui? En fait, l'idée, c'était quand on m'a parlé de cette conférence, je me suis dit, bon, Cloud Nord, on va parler du cloud. L'idée va être de montrer aux développeurs, aux DevOps, ce qu'on peut faire avec GitHub. Il y a une partie qu'on connaît tous très bien, qui est la partie gestion de code, une partie qui est de plus en plus utilisée, qui est l'automatisation avec les actions. Et notamment, justement, c'est ce qui est utilisé pour faire toute la partie intégration continue, toute la partie déploiement ou delivery continue également, quoi. Et donc, une partie de mon talk va vraiment se concentrer sur une démonstration, quasiment. Ça va pratiquement être qu'une seule démonstration tout au long, qui a montré des points clés autour de l'intégration de l'automatisation au sein de vos projets, que ce soit un DevOps qui veut créer qui veut utiliser GitHub pour faire du provisioning d'une infrastructure à partir de Terraform, ou du déploiement continu d'une application sur un Kubernetes ou sur des fonctions cloud, quelles qu'elles soient. Donc ça va vraiment être très orienté démonstration. Et c'est une des parties d'ailleurs qui m'a vraiment intéressé quand j'ai rejoint, c'est-à-dire que moi, pour les gens qui me connaissent, par le passé, j'ai plus travaillé sur les bases de données et sur les outils de développement autour des bases de données et du big data. Et ce qui m'a intéressé, en fait, ce qui m'a excité de venir côté GitHub, c'était découvrir quelque chose que j'utilisais en tant que consommateur, en tant que faiseur, entre guillemets. C'est pas moi qui mettais en place l'usine logicielle. Je consommais les jobs de Jenkins, le Circle CI et les GitHub Actions. Et là, c'est vraiment travailler dans ce contexte-là et aider les gens à mettre ça. Et je veux partager ce que j'ai découvert, en fait, pendant mes premiers mois chez GitHub. C'est quoi les opinions derrière GitHub Actions? Qu'est-ce qu'on doit savoir avant de commencer, quoi? En fait, ça va vraiment dépendre d'où on vient. C'est-à-dire que le truc à savoir, c'est que l'idée de GitHub, c'est de rendre les développeurs plus productifs. C'est que le time to market, quand on a une idée, quand on veut implémenter quelque chose, essayer que ce soit le plus court et le plus simple possible et de le faire en collaboration. C'est vraiment, la plupart du temps, les actions qu'on voit et les workflows qui sont mis, donc qui sont l'assemblage de différentes actions, c'est mettre ça dans le repository avec ton application, faire en sorte que les contributeurs côté DevOps, Devs, donc le profil plutôt Ops ou le profil plutôt Dev vont pouvoir collaborer facilement ensemble et parler le même langage. Et toute une partie qui va être sur la réutilisabilité, c'est-à-dire le rôle, c'est pas d'être un gourou du script shell ou un gourou du Groovy comme d'autres solutions pour écrire des choses très très compliquées. C'est plutôt essayer d'assembler des composants qu'on appelle des actions. Et une action peut être développée en JavaScript ou un conteneur Docker que tu mets en place et vraiment faire du puzzle ou de l'assemblage de Lego le plus simple possible. Et les actions sont disponibles en open source, c'est-à-dire qu'on va trouver plein d'actions sur la marketplace GitHub que tu peux utiliser dans n'importe quel type de projet. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On fait du build, on construit des artefacts, on déploie des artefacts. Alors, là, ta question elle est vraiment intéressante parce que quand moi comme je te disais, quand j'ai rejoint GitHub, pour moi, les actions c'était CI/CD. Bon, on fait de l'intégration et on fait du déploiement. Quand tu te penches sur les actions, tu t'aperçois que c'est une plateforme d'automatisation complète. C'est vraiment l'automatisation. Alors, que ce que j'appelle l'automatisation, pour qu'on soit même sur la même page, c'est que effectivement,
une partie de l'automatisation, c'est l'intégration. Donc, tu vas faire le build, tu vas faire le packaging. Donc, tu vas avoir des actions, par exemple, qui te permettent de lancer un build Maven en Java, et une autre action qui va te permettre de pousser l'artefact sur un repo Maven. Ce repo Maven peut être le repo Apache, le repo public Maven central, ou peut être un repo public qui peut même être hosté sur GitHub, parce que GitHub Packages qui va te permettre de stocker des artefacts, des images. Donc tu fais l'intégration, tu fais les tests, tu fais le packaging et tu pousses le packaging que tu as fait, que ce soit une image Docker, un artefact, du NPM ou autre, à partir de tes actions. Donc ça, c'est toute la partie intégration. Le déploiement, ça va être de la même façon. Je fais souvent une démonstration où en fait j'utilise alors, je mets du GitHub du sol au plafond, c'est-à-dire que je mets le source code dans GitHub, je crée mon workflow d'intégration, je fais le build, je pousse un artefact Maven dans mon repo, dans GitHub Packages, j'utilise GitHub Container Registry pour faire la partie containers, et tout ça sur des repos privés, parce qu'il y a une partie de mon rôle qui est aussi de montrer comment les entreprises travaillent, donc je montre que ça marche en repo public et en repo privé. Et après, je pousse et je déploie une application sur Kubernetes. Donc, on a vraiment la partie CI et CD qui peut être faite avec les actions. Mais toute l'automatisation, quand on parle d'automatisation, ça va être... Et il y a un terme que j'ai entendu, peut-être que c'est très connu dans le monde en dehors. En tout cas, c'était pas connu dans mon monde à moi avant que je vienne. C'était le côté issue ops. C'était utiliser, par exemple, une issue. Quand tu crées une issue, tu vas pouvoir déclencher un workflow. Parce qu'en fait, les workflows et les GitHub Actions se déclenchent sur tous les événements que tu peux générer dans GitHub. Donc, ça peut être quand tu fais un commit, quand tu fais un push, quand tu fais une pull request, quand tu commentes une pull request, quand tu crées une release au sens GitHub, mais ça peut être également quand tu vas créer une issue. Donc, un truc intéressant, et c'est tu veux faire un provisioning on utilise ça énormément en interne chez GitHub quand on veut faire une démonstration, c'est qu'on a un projet qui contient des modèles de repository en fonction de ce qu'on veut montrer. Et en fait, on utilise une issue, on crée un issue dans GitHub Issues avec un certain nombre de paramètres. Et ça va démarrer un workflow avec des actions qui va utiliser Terraform pour provisionner un environnement cloud sur Azure, sur Google, sur AWS, par exemple, en fonction des besoins. Ok. Je réfléchis, hein, parce que en fait, est-ce que c'est ok de dire que c'est un peu le Zapier pour les devs ou le IFTT pour aller plus loin que simplement une alternative à Travis CI ou quelque chose comme ça? En fait, c'est vraiment ça, oui, c'est vraiment d'aller à l'étape suivante. Et l'idée, je pense que le fait d'arriver un peu plus tard que les autres, c'est-à-dire qu'il y a aussi une partie GitHub Action d'arriver un peu plus tard que les autres plateformes d'automatisation et d'intégration que tu as citées. L'idée, c'est de prendre le meilleur de tous ces mondes-là pour essayer de bien répondre aux besoins. C'est-à-dire que les choses qu'on voyait bien, c'était on veut automatiser, on veut faire de l'intégration continue, mais on veut aussi utiliser le même outil à plein endroit pour éviter d'avoir à connecter, réutiliser des outils différents. Et par contre, dans ce que je dis tout et son contraire, puisqu'en fait, il y a une grosse partie de GitHub qui est l'intégration avec un écosystème existant. C'est-à-dire que tu veux continuer de faire du Zapier, tu veux continuer de faire du Jenkins, du CircleCI, du Travis, tu peux toujours le faire. Là, moi, je vais montrer la partie très GitHub-centrique. Il y a toute la partie intégration qui existe toujours. Et d'ailleurs, dans les actions que tu trouves sur la marketplace, tu vas avoir des actions ou des systèmes qui vont s'intégrer avec d'autres produits d'automatisation. Que ce soit, si tu es, quand je dis d'automatisation, c'est-à-dire que ça peut être aussi, si ta gestion de tickets, l'issue c'est Jira, tu intègres avec Jira, tu fais de la communication, tu n'as même pas à toucher GitHub pour faire la gestion. Tu te concentres dans ce cas-là dans le code, la pull request, la partie collaboration autour du code, et tu gères ton projet ailleurs. Je dis pas que c'est ce que j'aime faire. Moi, j'aime bien la partie simple de GitHub Issue et les dashboards des projets Kanban de GitHub me suffisent largement. Non, on n'a pas de Jira non plus, nous. Mais j'ai jamais choisi d'utiliser Jira. La seule chose, c'est vraiment mettre son source code, son infrastructure as code, etc., tout le code de l'infrastructure dans GitHub, et après, tu choisis les outils en fonction de ce que tu aimes faire. Et j'ai été vraiment, je te dis, l'automatisation, c'était voir vraiment cette partie, on va automatiser énormément de choses.
Et dans une partie qui est intéressante, bien que tu fasses tourner tes actions sur le cloud, c'est-à-dire que ça tourne dans l'infrastructure de GitHub, tu peux également faire les runners. Tout ou partie de ton workflow, tu vas pouvoir le faire tourner dans ton IT. Alors la démo classique qu'on fait, c'est utiliser dans le contexte d'une conférence de développeurs détendue, on va faire de l'IoT, contrôler une lampe. Moi, j'ai une Nanolith à la maison, changer la couleur en fonction de l'état du build, etc. Donc, tu vas pouvoir interagir avec l'IT. Dans l'entreprise, ça va être, j'ai besoin d'accéder à des données qui sont sur une base de données en interne. Je veux faire des choses dans mon intégration continue, dans mes tests. Je vais pouvoir le faire tout en gardant le même outil, un outil simple et facile à utiliser. Est-ce que ça s'inscrit dans la mouvance serverless ou low-code? Low-code, oui, ça c'est sûr. Serverless, alors pas vraiment... oui et non. C'est-à-dire que oui, parce qu'en fait, toi, tu ne gères que d'une part. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de ce que les gens vont appeler par serverless. Et moi, en tant que développeur, je fais une action que je déploie et elle va démarrer, elle va être gérée en termes de ressources sur le cloud de façon transparente. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on peut parler de serverless. Dans la philosophie, c'est la même chose. Low-code, parce que l'idée, c'est vraiment de diminuer le plus possible et d'isoler une fonction en particulier de ton workflow le plus possible. Et ça peut être du code qui sera du JavaScript ou du conteneur. Donc effectivement, tu vois, là, on se rapproche dans la philosophie de ce que tu fais quand tu pousses une fonction sur un système serverless. Et pourquoi j'ai hésité à répondre à cette partie-là, c'est que quand j'ai expliqué qu'on pouvait faire tourner les runners, ce qu'on appelle les self-hosted runners, sur son environnement, tu commences à avoir des gens qui utilisent des frameworks, et notamment pour faire tourner les runners sur des moteurs serverless. C'est-à-dire gérer la partie... Sur des Cloud Functions et des choses comme ça. Voilà, sur des Cloud Functions, sur Lambda, etc. Ouais. Alors, j'ai pas eu le temps de tester ça. Moi, j'ai testé les self-runners que je gère, je les démarre dans mon environnement, je les utilise comme ça. Mais le serverless, c'est pas que des fonctions. Et justement, je trouve que d'ailleurs, le low-code, c'est peut-être un meilleur mot que serverless pour décrire le serverless. Ok, et qu'est-ce qui t'excite le plus en ce moment chez GitHub, dans les projets à venir, les projets dont on n'a pas forcément entendu parler publiquement? Alors, il y a deux parties. Il y a une partie où les deux parties, je pense que les développeurs qui suivent GitHub ont entendu parler et sûrement l'utilisent peut-être déjà sur certains de leurs projets, notamment sur les projets open source. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des fonctionnalités de GitHub, même les fonctionnalités qui sont orientées pour l'entreprise et payantes dans l'entreprise, sont généralement gratuites et disponibles quand on a un repo public. C'est-à-dire que quand on fait de l'open source, GitHub donne plein de choses. Et justement, il y a deux parties. Alors, je vais commencer par une partie qui est sur la sécurité, le DevSecOps. Donc, tout ce qui va être essayer de sécuriser le code. Donc, je pense qu'on a tous reçu ou vu des alertes sur nos projets autour de Dependabot, donc la gestion de dépendance, les mises à jour, les vulnérabilités. Dans GitHub, il y a la partie code QL et secret scanning qui permet d'analyser le code et de trouver des vulnérabilités du type injection SQL, si tu as oublié dans ton code un token pour accéder à, tu parlais de Cloud Functions, par exemple, tu as fait l'erreur de laisser un token qui te permet d'accéder à GCP, on va capturer, on va t'envoyer une alerte. Et GitHub va même, si c'est un repo public, va demander par défaut à Google de révoquer, de désactiver cette clé. Alors c'est important parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont amusés à faire des tests, ils poussent une clé, soit sur un API de type Stripe ou autre, tu vois, t'imagines une API d'un SaaS ou un cloud, ou vraiment du cloud provider. 30-40 minutes après, elle est déjà corrompue, les hackers ont déjà réussi à l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils scannent les repos, ils cherchent des clés et les utilisent. Donc en fait, cette partie-là va faire partie des choses, moi, qui m'ont vraiment intéressé, parce qu'en fait, je ne connaissais pas. Honnêtement, c'était pas une partie... moi, je faisais partie de ces développeurs. Comme je dis souvent, dans ma vie précédente, en tant que DevRel, ma production, ça se limitait à la démonstration. Ça fait bien longtemps que j'avais pas écrit du code critique qui allait rester en production pendant des années. Donc la partie sécurité, quand je recevais des alertes, j'acceptais les pull requests de Dependabot, mais je me posais pas la question quelle était la vulnérabilité, etc. Donc il y a cette partie-là. Et moi, je vous invite, si vous avez des repos publics, à activer code QL, regardez un petit peu comment marche le code scanning et les alertes que ça peut vous apporter sur votre code. Donc le principe, c'est pendant que je code, pendant que je fais la revue de code, je vais avoir des suggestions pour fixer les problèmes. Donc ça, c'est plus une fonctionnalité. On s'est fait
On a eu notre clé Maps qui a fuité 20 000 requêtes en 10 minutes. Voilà, on les a vues. C'est incroyable. C'est incroyable. Et l'autre partie, en fait, qui est... alors ça, qui se rapproche de ce que j'ai fait par le passé. Et c'est pour ça, quand tu parles de quelque chose qui vraiment me touche particulièrement et sur lequel j'ai envie de passer du temps et d'expliquer. Et je vais d'ailleurs le montrer, je vais essayer de montrer, de couvrir tout ce qu'on s'est dit en utilisant cette fonctionnalité-là lors de ma session à Cloud North, c'est Code Spaces. En fait, Code Spaces, c'est comme tout ce qui est autour de GitHub, c'est faciliter la vie du développeur, le rendre plus productif, le faire en sorte qu'il soit heureux de coder, que ce soit facile de contribuer à un projet, que ce soit un projet dans son entreprise, que ce soit un projet open source. Et en fait, Code Spaces, c'est au sein d'un repo GitHub, en un clic, tu démarres un environnement de développement. Cet environnement de développement, il va faire le clone de ton repo et il va te démarrer un VS Code, soit dans ton navigateur, soit en te connectant ton VS Code localement sur ce container qui va tourner sur le cloud. Et tu vas pouvoir directement participer, coder, tester, vraiment coder comme si tu étais sur ta machine, mais sans avoir pris ou avoir eu le besoin de... imagine que tous les jours, tu travailles sur Java et JavaScript, mais là, tu as envie de contribuer à un petit projet. Ce petit projet, c'est du PHP ou c'est du Ruby. T'as pas nécessairement les bonnes versions de PHP ou Ruby sur ta machine. T'as pas nécessairement envie de les installer, etc. Donc, plutôt que de passer du temps à créer ton environnement de développement, en fait, le repo va directement démarrer et te configurer un environnement dev dans lequel tu vas pouvoir travailler. Et le principe, ça va être, tu payes, quand tu es dans une entreprise, tu payes à la consommation, et sur les projets open source qui ont accès à cette partie-là, tu contribues directement. C'est un côté vraiment magique. Si vous regardez certains repositories, vous allez voir que il y a un fichier qui s'appelle dev container dans certains repos. Le dev container, en fait, c'est la configuration de l'environnement du container de développement utilisé par VS Code pour installer les plugins, les différents langages serveurs que vous avez pour pouvoir facilement contribuer et développer sans se prendre la tête à l'installation. Ok, cool. Tout est super clair, on a tout dit. Merci beaucoup. Ouais. Merci et ça va être impatient d'être au mois d'octobre. Ouais, je suis vraiment content du nouveau format. L'équipe, elle a bien réfléchi et c'est un format où on aura plus de place pour se rencontrer et échanger en tant que participant. Et le programme est un petit peu plus aéré, un peu plus détendu pour qu'on ait le temps de le faire en continu en même temps du travail. Vous n'avez pas besoin de poser 2 jours de congé pour participer à la conférence en ligne. Donc, pensez à soumettre le CFP si vous avez des sujets sur Conference Hall. La saison des conférences, elle revient. Donc, envoyez vos abstracts, vous aurez des retours. Demandez des retours si vous n'en avez pas. Et puis, on se voit à Cloud North. Merci beaucoup. C'était cool. Merci, Damien.